Alors, qui est-ce qui peut nous dire c'est quoi une PSSI? Ou bien c'est quoi une politique de sécurité des systèmes d'information? Pata. Alors, la politique de sécurité du système informatique, c'est toute la stratégie que l'entreprise doit suivre pour assurer la sécurité du système. Ça engendre les bonnes pratiques et les choses à éviter pendant, par exemple, le développement, la gestion des mots de passe, etc. C'est toutes les pratiques que l'entreprise doit suivre en termes de sécurité. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'une politique de sécurité, on va la mettre en place en quelque sorte pour essayer d'encadrer toutes les activités liées à la sécurité. Donc, comment est-ce qu'on va faire cet encadrement? On va utiliser tout simplement un document de référence. Donc, qui dit document de référence, ça veut dire c'est un document sur lequel tout le monde va s'appuyer pour mettre en place soit les bonnes pratiques, soit les règles imposables. Alors, généralement, c'est un document sur lequel tous les acteurs vont s'appuyer. Donc, que ce soit les administrateurs, les développeurs, comme l'a dit Fatah tout à l'heure, les techniciens, voire même les utilisateurs finaux. Alors, généralement, une politique de sécurité, comme l'a dit votre camarade, c'est un ensemble de règles qui n'est pas forcément interne, comme le dit Hagoné. Ça peut être même des règles externes. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de règles dans l'absolu, non pas uniquement des règles internes? Parce que des fois, votre politique de sécurité est étendue. Étendue dans quel sens? Dans le sens où elle va s'appliquer même à vos partenaires. Je prends un exemple. Je suis la société All Dives, par exemple. J'ai comme sous-traitant Mountain ou bien Scuba Diver. Donc, les deux entreprises, si elles doivent accéder à mon système à distance, parce que c'est des sous-traitants qui travaillent avec moi, ils devront appliquer certaines parties de ma politique de sécurité qui s'appliquent aux sous-traitants. Donc là, vous remarquerez que ma politique de sécurité n'est pas uniquement à portée interne, mais elle s'applique même à des parties tierces qui sont en relation avec moi et par conséquent, qui vont en quelque sorte, they deals with my information systems. Donc, qui vont, attendez que je m'appelle, qui vont traiter en quelque sorte, ou bien qui vont avoir des transactions à faire avec mon système d'information. Mais dans l'absolu, ça reste toujours un ensemble de règles, un ensemble de pratiques qu'une entreprise doit mettre en œuvre pour assurer sa sécurité. Il faut savoir que ce type de règles n'est pas forcément des règles techniques. Donc, vous allez avoir des règles organisationnelles, vous allez avoir des règles techniques, même des règles qui s'appliquent sur la composante humaine. Et généralement, une politique de sécurité, on peut portera sur 3 volets. D'abord, on parlera des aspects organisationnels, donc ce qui est en relation de manière très stricte avec la politique interne. Et là, on va parler de la répartition des tâches et des responsabilités, de la répartition des responsabilités. Donc, en d'autres termes, qui est responsable de quoi? Qui va s'occuper, par exemple, de la sécurisation de tel serveur? Qui va s'occuper de la sécurité périmétrique? Qui contacter en cas de panne? En cas de sinistre, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quelle est la personne à contacter plus tôt? Donc, c'est ce qu'on appelle la répartition des tâches et des responsabilités. Ensuite, elle va traiter de ce qu'on appelle la limitation du cumul de pouvoir. Donc, dans certaines politiques, on va vous dire, par exemple, que certaines tâches ne peuvent pas être affectées à la même personne. Donc, je vous donne un exemple. Si on parle en matière de chiffrement, on va vous dire, par exemple, le détenteur du secret ne doit pas être habilité à générer la clé. Il n'a pas le pouvoir de génération. Pourquoi? C'est une façon, en quelque sorte, c'est une façon de faire pour que les deux acteurs soient présents lors de la génération de la clé. Donc, il y a quelqu'un qui a le pouvoir d'actionner le processus de génération
Mais la génération ne peut pas se faire sans le détenteur du secret. Le détenteur du secret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la personne qui possède en quelque sorte, par exemple, le code PIN de la clé privée. On peut imaginer un autre scénario. Alors, il faut savoir que généralement, dans les organisations qui travaillent, notamment au niveau qui travaillent sur disons, qui détiennent des secrets importants, notamment les prestataires de certification, bien carrément les banques, ils vont avoir ce qu'on appelle des coffres sécurisés. Ces coffres sécurisés, qu'est-ce qu'ils vont contenir? Ils vont contenir de l'information confidentielle. Par exemple, vous allez trouver un Hardware Security Module dans un coffre, ou bien vous allez trouver d'autres types d'informations, notamment certains types de serveurs utilisés pour la synchronisation interbancaire. Alors, ces serveurs vont être dans une chambre forte. Cette chambre forte a besoin, par exemple, pour l'accès, de deux codes qui vont être insérés. Les codes vont être insérés soit en utilisant des cartes à puce, soit en utilisant vos empreintes digitales de reconnaissance biométrique, ou bien un code PIN. Seulement, la condition, c'est que les deux personnes puissent saisir leur code en même temps. Et vous allez remarquer que les deux lecteurs, généralement, sont séparés d'au moins 4 mètres, pour faire en sorte qu'un seul être humain ne puisse pas faire la saisie en même temps sur les deux lecteurs. Donc là, on parlera de limitation de cumul de pouvoir. Donc, aucune personne ne pourra avoir accès à ce local par elle seule. On parlera aussi de séparation de pouvoir dans une organisation, dans le sens où certains privilèges ne peuvent, si vous voulez, X ne peut pas faire la tâche de Y. Ensuite, on parlera de la politique de sécurité technique. Donc là, c'est tous les aspects liés au matériel et au logiciel. Donc, quelles sont les procédures à faire en cas de vol d'un équipement? Quelles sont les procédures à faire en cas de catastrophe naturelle? Donc, en cas de séisme, en cas d'inondation, en cas de, disons, d'un coup de foudre, en cas d'incendie, etc. Donc, le troisième volet va porter sur la politique de sécurité système. Donc là, on va spécifier l'ensemble des règles et des pratiques qui vont, donc, comment gérer, comment protéger, comment diffuser les informations, ainsi que l'ensemble des ressources sensibles à l'intérieur de l'organisation. Alors, généralement, la politique de sécurité système s'appuie sur certaines politiques, sous-politiques. Par exemple, on va parler de politique d'identification, donc comment identifier de manière unique chaque utilisateur. Donc, c'est là qu'on va parler soit de politique de mot de passe, soit de politique de gestion de tokens ou autre. On va avoir la politique d'authentification. Là, c'est comment est-ce que l'utilisateur va prouver son identité. Et on va parler de politique d'autorisation. Donc, là, on va définir quelles sont les opérations qu'un utilisateur pourra réaliser. En fonction du rôle de l'utilisateur, qu'est-ce que cet utilisateur a le droit de faire et qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire. Alors, qui fait cette politique? Si c'est les employés du département de sécurité, ils peuvent la bypasser en attaque interne. Alors, pour répondre à la question de Mademoiselle Harouni, donc, qui va faire cette politique? Alors, il faut savoir que la conception d'une politique de sécurité des systèmes d'information peut être faite soit en interne par le RSSI, tout comme on peut charger un bureau d'études externe de la faire. La bypasser parce qu'on l'a fait, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la rédaction de la politique, une fois rédigée, elle est à la portée de tout le monde. Donc, tous les employés peuvent consulter cette politique. Donc, la connaître ne veut pas dire que vous allez la bypasser. Je vous donne un exemple. Vous allez définir les rôles et les responsabilités. Comment est-ce que vous allez bypasser ça? Si on vous dit, par exemple, l'administrateur, par exemple, a le droit de faire les tâches X, Y, Z, il n'a pas le droit de faire les tâches W, Z, T, CT, par exemple. Il faut savoir qu'après, c'est un problème d'implémentation, d'où l'audit revêt toute son importance. Parce que généralement, ce qu'on constate dans les entreprises, c'est qu'il y a un écart important entre la politique sur papier et l'implémentation de cette politique. Donc, des fois, les gens qui vont implémenter cette politique, soit ils ne vont pas l'implémenter correctement parce qu'ils vont juger que le fait de l'avoir implémenté va leur rendre la vie plus compliquée. Donc là, au lieu par exemple, que Jehan puisse faire sa tâche toute seule,
elle va avoir besoin de la contribution, par exemple, de Fatah, qui doit être présent pour qu'elle puisse faire son travail. Parce que pourquoi? Parce que c'est une action qui a été divisée en deux parties. Il faut la validation d'un tiers. Donc, lors de l'implémentation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, les gens du département RSSI, elle va négliger l'implémentation de cette partie de validation pour qu'elle puisse se simplifier l'existence. D'où l'importance du processus d'audit où l'auditeur va venir dire « Attention, la politique n'est pas implémentée correctement, il y a tel volet qui n'a pas été mis en place. » Alors, il faut savoir que c'est beau de parler de politique de sécurité des systèmes d'information, mais il faut savoir que beaucoup d'entreprises n'ont pas réellement implémenté cette politique. Alors, le graphique que vous voyez à l'écran actuellement, on vous dit, votre entreprise a-t-elle formalisé la politique de sécurité des systèmes d'information? Donc, pour les entreprises qui possèdent plus de 2000 employés, 94% vont vous dire, oui, nous avons une PSSI formalisée. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur le terme formalisé? Formalisé, ça veut dire que le document existe. Parce que je prends le cas de l'Algérie, par exemple, vous allez parler à beaucoup d'entreprises. Bon, je ne citerai pas de nom. Ils vont vous dire, oui, on a une politique de sécurité, etc., on l'applique, etc. On leur appelle les documents. يقول لك ما عنديش دوكيومون ما كتبناش هنا هي لا بوليتيك يقول لك تدخل السيرفر ديال جينيري لا بوليتيك يعطيها لك. Effectivement, il y a une politique implémentée au niveau de leur serveur, comme la plupart utiliseront des serveurs Windows. Donc, au niveau, pour eux, la politique, c'est quoi? C'est le gestionnaire de sécurité ou le gestionnaire de politique de groupe ou autre qui considère pour eux que c'est une politique implémentée. Or, réellement, le fait d'implémenter une telle politique, c'est qu'on a implémenté un volet sur trois. On a implémenté le volet technique de la politique. Par contre, le volet organisationnel, donc qui fait quoi? Comment on répartit les tâches? Quelles sont les responsabilités? Il n'est pas implémenté. Le volet relatif à la gestion des sinistres n'est pas implémenté. Si j'ai une catastrophe, que dois-je faire? Qui dois-je contacter? Tout ça, on ne l'a pas sur papier. Ça me rappelle une anecdote. Une fois, je suis parti chez l'entreprise que toute l'Algérie adore. Alors, l'île Qahan, c'est une entreprise que vous insultez du matin au soir. Voilà. Algérie Télécom. C'est bien, c'est bien. Une chose, au moins, on est tous unanimes là-dessus. Bon, l'USTHB, ce n'est pas toute l'Algérie qui la déteste. Alors, je disais, une fois, je suis parti à leur répartiteur central. Alors, le répartiteur central, c'est comme en quelque sorte le backbone national. C'est l'endroit par où passe Internet. Donc, il y avait les opérateurs devant plein de machines, etc. Ils ont un centre, le Haq Shbab. Il a été équipé par Huawei. Ils ont un matériel de pointe. Ils ont de grands écrans. Vous avez vu les films, les salles où vous avez des écrans, que ce gars, le mur, c'est des écrans avec des indicateurs, des graphes et tout. Ils ont exactement la même chose. Bon, c'était, si ma mémoire est bonne, 2 mois après l'inauguration. Donc, je suis parti. Alors, les techniciens commencent à se plaindre. Oui, on a des problèmes. Le débit traîne. Ceci ne marche pas. Ceci marche, etc. En fait, je regarde l'un des écrans. Il y avait plein de voyants d'alerte rouge qui étaient enclenchés. Le chef de centre, bon, les alertes rouges, c'est quoi? Ah, c'est rien d'important. Une semaine, les Chinois, les alertes, mais tu la base. Oui, mais c'est quoi exactement? Bon, j'ai pris le code de l'alerte. Vous avez vu, alors les Chinois sont méthodiques. Ils leur ont laissé comment on les appelle? Des classeurs. Donc, c'est des classeurs pour l'intervention en quelque sorte. Que faire en cas de sinistre? C'était en anglais. Donc, quand vous voyez les classeurs, le code d'erreur, chaque classeur fait un code, par exemple, le code 1 est le code 100, le code 101 est le code 200, etc. Déjà, les classeurs, il a ramené le classeur. Quand le code numéro tel, c'était quoi? Ah ben, le code signifiait tout simplement que l'un des équipements, sans entrer dans les détails, était saturé, qu'il avait besoin d'activer le load balancing pour désaturer l'équipement. Et il y avait toute la procédure détaillée. Ici, il l'a fait, il a 3 voyants rouges. Où automatiquement, ce qui a été remarqué, c'est qu'au niveau du backbone,
Alors, le signalement du backbone, vous avez le taux de saturation, enfin, vous avez pas mal d'indicateurs. Alors, l'indicateur du taux de saturation a descendu de 30%. Et ben voilà, il s'arrête sur Internet. On ne savait pas. Ça vous donne un peu une idée du manque d'application de la politique, ce que ça donne. Je suis repassé malheureusement les voir une année après. L'écran, il fait les indicateurs, carrément. Parce qu'ils en avaient marre qu'il y ait des emmerdeurs comme moi qui débarquent et qu'on le sait quoi, l'indicateur rouge, je vais régler le problème. Au moins, ils ont réglé le problème à la base. L'écran, les fait les flags rouges, ils l'ont débranché. Mais on a des flags rouges. C'est une solution à l'Algérie. Alors, il faut savoir maintenant que pour faire une politique pour revenir vers, si vous voulez, notre sujet, pour faire une politique de sécurité des systèmes d'information, il y a plusieurs modèles, ce qu'on appelle des templates. Parmi les templates existants, vous avez le template du SANS. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un modèle que vous devez forcément appliquer. Vous pouvez vous baser sur différents types de modèles, mais ça reste l'un des modèles les plus utilisés. Alors, si on essaie de voir un peu ce modèle, donc il est divisé en trois parties. Vous avez l'aspect général, vous avez l'aspect sécurité réseau, vous avez l'aspect sécurité des serveurs. Il faut savoir que même au niveau du SANS, ce n'est pas le template unique qu'ils proposent. Donc, ils proposent aussi des templates adaptés à la thématique de votre politique de sécurité. Alors, si on prend l'aspect général, c'est quoi? C'est quelle est la politique de chiffrement acceptée, quelle est la politique d'utilisation, quelle est la politique de ce qu'on appelle le clean desk. Donc, comment là, c'est destiné à l'utilisateur. Comment répondre en cas de brèche de sécurité par rapport aux données. Quel est le plan de recouvrement après des désastres? La politique d'acceptation des signatures électroniques, la politique de mail, la politique éthique, la politique de réponse en cas de pandémie virale. On ne parle pas de Covid, on parle de pandémie informatique. La politique, un guide pour construire ses mots de passe de manière sécurisée, c'est destiné à l'utilisateur. Une politique de protection des mots de passe, une politique de réponse aux incidents de sécurité, une politique de protection des clés de chiffrement auprès de l'utilisateur final. Ensuite, nous avons les politiques réseau, donc la politique d'acquisition des actifs, la politique des prérequis pour tout ce qui est Bluetooth, pour les accès à distance, les outils d'accès à distance, politique de sécurisation de tout ce qui est équipement réseau, donc notamment les routeurs et les switches, la communication Wi-Fi, les standards utilisés pour la communication Wi-Fi. Ensuite, vous avez la partie serveur de serveur. Alors, dans laquelle vous allez avoir tout ce qui est sécurité des stations de travail, la politique d'installation des logiciels. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on parle de politique d'installation des logiciels? Il faut savoir tout simplement que sur un serveur, vous n'allez pas installer directement votre logiciel. Ce n'est pas un équipement terminal sur lequel vous pouvez vous permettre un échec, un plantage ou autre. Alors, à votre avis, on va poser la question à Hamadash. Qu'est-ce qu'on entend par une politique d'installation de software installation pour les policiers? C'est le fait d'empêcher les employés, dans certains cas, d'installer les logiciels, par exemple, qui sont craqués, qui n'ont pas de licence. D'accord. Ça, c'est un aspect, ne pas installer des outils craqués sur un serveur. N'oubliez pas, on est dans la partie serveur. À part le fait de bannir l'installation d'outils craqués, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre dans la politique d'installation des serveurs? Alors, TipTop, le conquérant. Alors, TipTop, ce qu'on appelle l'ennemi proche. En même temps, concurrent et binôme. À votre avis? Alors, remotely deploy software. C'est pas banni. Il faut savoir que sur les serveurs, on ne bannit pas automatiquement tout ce qui est installation de logiciels à distance SWAG. On va définir des critères, certes, mais on ne va pas bannir ça.
Alors, Tepto, qu'est-ce que tu peux nous donner comme recommandation pour l'installation des logiciels sur un Monsieur, il y a serveur? des logiciels vulnérables et tout qu'on ne doit pas installer. Alors, oui, mais comment tu vas savoir que le logiciel est vulnérable? La veille technologique. La veille technologique, oui, il y a ça aussi. Sa version. D'accord. Quoi d'autre? Alors, INST, c'est quoi, Fatah? Je ne connais pas l'acronyme. À part installation, je ne vois pas c'est quoi. Parfait. Ça, c'était Installer des la fin. serveurs de test. Exactement, c'est ce que je cherchais. Il faut savoir qu'en dehors de toutes les recommandations que vous venez de donner, qui sont très, très cohérentes et très correctes, l'une des recommandations principales que vous allez trouver sur les installations serveurs, c'est qu'il faut avoir ce qu'on appelle un prototypage, ou bien un environnement de simulation sur lequel on va installer d'abord nos logiciels, non seulement par rapport à la sécurité, mais aussi pour vérifier la compatibilité de fonctionnement. L'expérience a souvent démontré qu'il nous arrive d'installer des logiciels qui sont très bons, mais malheureusement, leur interaction avec notre environnement va causer des catastrophes. Pourquoi? Parce que je peux avoir des applications avec lesquelles il y a une incompatibilité, ce qui va causer un dysfonctionnement de tout mon flux. Donc, c'est pour cela qu'on vous recommandera toujours de faire l'installation dans un environnement de test dans lequel vous allez faire des simulations, faire plusieurs expérimentations pour vérifier que tout fonctionne très bien. Aussi, il y a une autre recommandation que vous allez trouver généralement, c'est le fait de vous dire n'installez jamais la dernière version directement dans votre environnement de production. La version la plus récente est toujours la version la plus instable. Il faudra toujours qu'il y ait un certain temps qui se soit écoulé. Il faudra toujours laisser le temps à d'autres de faire les tests, de se faire pirater, que le constructeur ait eu le temps de fabriquer ses patchs, a eu le temps de déployer ses correctifs pour pouvoir le faire. Alors, on vous dit que dans une politique de sécurité, généralement, c'est une approche globale. Pourquoi est-ce qu'on parle d'approche globale? Parce que généralement, on ne vise pas uniquement la sécurité du logiciel tel qu'on le connaît. Certes, il va y avoir la sécurité informatique et logique telle que vous la connaissez, mais il faut aussi sécuriser les communications. Ça va parler aussi de la sécurisation physique des lieux. Ça va parler de la sécurisation électronique. Maintenant, il est vrai que ce n'est pas n'importe quelle entreprise, par exemple, qui ne va pas aborder l'aspect sécurité électronique. Je vous donne un exemple, vous êtes dans une entreprise de BTP, la sécurité électronique, vous n'en parlerez même pas. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que vous ne risquez pas d'être exposé à ce type de menace. Et quel est l'intérêt de parler de faradisation ou bien de parler carrément de protection contre une attaque électromagnétique ou autre? Par contre, dans certains types d'entreprises, vous serez obligé d'aborder cet aspect des choses. Il faut savoir que votre politique de sécurité doit aussi s'appuyer sur des points suivants. D'abord, on ne doit pas négliger l'aspect humain de la chose, dans le sens où la politique de sécurité ne doit pas traiter formellement et de manière claire des aspects liés à la sensibilisation de la ressource humaine et à la formation de cette dernière. Et quand on parle de sensibilisation et de formation, il faut savoir que chaque terme s'adresse à une catégorie bien définie. Quand on parle de formation, on ne parle pas de former l'ensemble du personnel, mais on parlera de former le personnel technique. Donc, en priorité, le personnel qui travaille dans le domaine de la sécurité. Ensuite, le personnel d'appui, donc les administrateurs, les personnels qui vont interagir avec votre infrastructure de manière directe. Quand on parlera de sensibilisation, là, on s'adresse à l'ensemble des employés. Pourquoi? On va les sensibiliser sur comment faire un mot de passe, on va les sensibiliser sur le fait comment protéger leur mot de passe, on va les sensibiliser à l'ingénierie sociale. Donc, voilà un peu un exemple des aspects sur lesquels vous allez devoir les sensibiliser. On va les sensibiliser par rapport aux attaques virales, par rapport aux différents supports, par rapport aux réseaux sociaux, etc. La PSSI doit traiter aussi de la détection des nouvelles vulnérabilités et de l'aspect veille.
Quand on parle de l'aspect veille, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la veille, par rapport aux attaques virales, par rapport aux attaques de manière générale, par rapport aux vulnérabilités qui peuvent exister dans les logiciels que vous possédez ou bien par rapport aux systèmes et aux plateformes que vous possédez. Donc, l'obligation de veille est généralement énoncée de manière très claire au niveau de la politique. On parlera aussi d'un plan de gestion des procédures de mise à jour. En d'autres, ça veut dire quand est-ce que je peux faire mes mises à jour, comment je vais déployer mes mises à jour, est-ce que je vais les faire tous les jours, une semaine, chaque 15 jours, est-ce que je les déploie directement dans mon environnement, je ne les déploie pas dans mon environnement. On va parler aussi de la mise en place d'un plan de stratégie de sauvegarde. Est-ce qu'il est nécessaire que je sauvegarde mes données? Si je dois le faire, à quelle cadence? Est-ce que je le fais chaque jour, chaque semaine, chaque 15 jours? Par quels moyens je vais le faire? Est-ce que je vais le faire manuellement? Est-ce que je vais, en utilisant quelle technologie? Est-ce que ça va être des bandes magnétiques? Est-ce que ça va être des disques durs? Est-ce que je vais avoir des BD serveurs? Est-ce que je vais avoir des robots de sauvegarde? Donc, tout dépend maintenant de l'intérêt de mes sauvegardes, l'importance de l'information que j'ai et de la vitesse de restauration que je veux avoir. On va parler aussi de la mise en place d'un plan d'action pour la reprise et la continuité des activités en cas d'incident de sécurité. Alors, il est primordial de parler de cet aspect parce que, comme vous le savez, la sécurité parfaite n'existe pas. La question que vous devez toujours vous poser quand vous implémentez de la sécurité, quand est-ce que je vais me faire pirater? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui réussira un jour ou l'autre. Dans ce cas de figure, il faut prévoir des mécanismes de restauration et de reprise d'activité qui soient le plus efficaces possible et surtout les plus rapides possible. En fonction, bien sûr, du type d'activité dans lequel vous êtes en train d'exercer. Par exemple, si je suis dans le cas d'une banque, il faut savoir que chaque seconde, c'est des milliers de dollars qui sont perdus. On ne parle pas des banques algériennes. Là, ce n'est pas la peine de parler des banques algériennes. On parle au niveau international. Si je suis, en d'autres termes, dans un autre type d'activité, par exemple, si je suis dans une entreprise d'installation de chauffage, par exemple, là, ils peuvent se permettre un arrêt de leur serveur, peut-être pour une journée. Pourquoi? Ce n'est pas aussi primordial. Par contre, si vous êtes sur un site de vente en ligne, là, les pertes vont augmenter de manière exponentielle. Surtout si la panne, par exemple, elle est durant la période des fêtes de fin d'année. Donc, la période de Noël ou de fin d'année, tout le monde est en train de faire des achats. Ou bien, pire, pendant le Black Friday. Il faut savoir que pendant la période du Black Friday, beaucoup d'entreprises, surtout les entreprises américaines, font 80% de leur chiffre d'affaires fait la semaine. Donc, vous imaginez, leur serveur va s'arrêter fait la semaine, le serveur de vente en ligne. Alors, quand on parle de gestion d'accident, parce qu'on était sur la thématique, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on doit faire après une attaque? Alors, est-ce qu'on doit obtenir l'adresse du pirate et contre-attaquer? Est-ce qu'on doit éteindre l'alimentation de notre machine? Est-ce qu'on doit la débrancher du réseau? Est-ce qu'on doit réinstaller le système? Alors, qui peut me répondre? Alors, on va poser la question à Tounsi. Tounsi, est-ce que tu dois récupérer son adresse et contre-attaquer? Alors, Tounsi, est-ce qu'il est là? Débrancher la machine. Débrancher le réseau ou débrancher la prise électrique? Les deux. Non seulement débrancher le réseau, c'est débrancher la prise. OK. Les autres, est-ce que vous êtes du même avis que Tounsi? Monsieur, Oui. si l'attaque est d'une grande vidéo, on peut réfléchir à mettre le réseau off, mais bon, c'est la dernière chose à faire. Bon, c'est le dernier recours. D'accord. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec lui qu'il va falloir débrancher la prise et le réseau? Pas le là. Le grincheux, est-ce qu'il est là? Ou la mazamanach? Alors, monsieur Grincheux,
Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, pour répondre à Hamadash qui nous dit d'abord identifier l'incident, voir l'impact qui a été et puis y remédier suivant le plan de continuité. Le problème qui se pose, mademoiselle Hamadash, c'est que pendant que vous êtes en train d'identifier l'incident, l'attaque est en train d'évoluer. Donc l'attaquant, il est en train de progresser. Donc s'il a essayé, il a supprimé un fichier au départ, pendant que vous êtes en train d'identifier et de voir quel est l'impact, il a déjà formaté tout le disque dur. Alors, déconnecter les machines de réseau. Alors, vous voyez, là, vous êtes tous déjà signalé l'incident. Merci, Jehan. Alors, il faut savoir que, imaginons que vous étiez tous dans la même entreprise. Vous êtes tous dans le département RSSI. Vous voyez déjà, chacun va dire, moi, il faut faire ça, là, il faut faire ça, là, il faut faire ça. Entre Jehan qui dit qu'il faut supprimer, Tonsi qui la prise de TLCT, Yanis qui lui dit mais balek toucher la prise, il faut pas débrancher la machine. On va dire le réseau. D'où l'importance d'avoir un plan de continuité de l'activité. Le plan de continuité d'activité, c'est lui qui va vous dire qu'est-ce qu'il y a de lieu de faire en cas d'attaque. Si je constate un incident, que dois-je faire? Vous allez avoir un plan de continuité qui, lui, va vous donner les actions à faire dans le détail. Alors, les actions à faire, ça va être quoi? Ça va être soit contacter X, donc automatiquement, il faut le contacter, soit il va vous dire, si l'incident consiste à X, faire Y, si c'est Z, faire W, si c'est T, faire A, etc. Donc, voilà un peu le rôle de notre politique de reprise et de gestion d'incidents. C'est tout simplement définir l'action à accomplir. Alors, ce n'est pas forcément en fonction de la nature de l'attaque, parce que tout dépend de comment la politique de reprise a été élaborée, comment le plan de continuité a été élaboré. Donc, dans certains plans de continuité qui sont détaillés, ou bien de gestion d'incidents, vous allez avoir tout simplement un use case en quelque sorte. If tel symptôme, allez à la page X. Si symptôme B, allez à la page telle. Si symptôme C, allez à la page telle. Donc, en fonction des symptômes, on va pas vous parler de la nature de l'incident, parce que vous n'allez pas avoir le temps d'analyser l'incident pour savoir c'est quoi sa nature. Comment vous avez su qu'il y a un incident? Parce que vous avez remarqué des symptômes. Vous avez remarqué un comportement anormal de votre serveur ou bien de votre machine. Donc, le manuel de gestion des incidents, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se baser sur ces symptômes probables. Il va vous dire si le symptôme A, faire ceci, etc. Si c'est un symptôme qui n'est pas énuméré, contactez telle personne. Et là, ça va être un expert en la gestion des incidents, ou bien un responsable ou autre, qui lui va devoir agir en fonction de la situation. Maintenant, quand on parle de la politique de sauvegarde, qui fait partie de la gestion de la continuité d'activité. Donc là, dans votre politique de sauvegarde, il va falloir faire quoi? Il va falloir définir qu'est-ce qu'il y a lieu de sauvegarder. Parce qu'il ne s'agit pas de sauvegarder la totalité des informations ou la totalité des... ou bien la totalité des données qui sont sur l'ensemble des postes de travail et l'ensemble des serveurs, parce qu'il y a des données qui ne sont pas pertinentes. Et si on va tout sauvegarder, ça veut dire qu'il va nous falloir une capacité de sauvegarde phénoménale. Ensuite, il va falloir définir quelle est la disponibilité de ces sauvegardes. Est-ce que c'est des sauvegardes sur site? Est-ce que c'est des sauvegardes hors site? Est-ce que les sauvegardes, je peux les récupérer à tout moment ou non? Donc, tout ça, c'est des questions auxquelles il va falloir répondre. Ensuite, il faut définir la politique des supports de sauvegarde. Comme je l'avais dit tout à l'heure, est-ce que ça va être des cassettes? Est-ce que ça va être des bandes magnétiques? Est-ce que ça va être des disques durs? Ensuite, comment vont être organisées ces sauvegardes? Est-ce que c'est une sauvegarde vectorielle? Est-ce que c'est une sauvegarde différentielle? Est-ce que c'est une sauvegarde séquentielle? Après, on va essayer de voir, est-ce que ces sauvegardes nécessitent une réplication sur un site à distance? Donc, est-ce qu'on va avoir ce qu'on appelle
une sauvegarde hot, donc en français, enfin, je ne me rappelle plus, sur site avec une sauvegarde à froid qui va se faire sur un site, voilà, une sauvegarde à chaud sur le site local avec une sauvegarde à froid qui va se faire chaque soir sur un site distant, ou bien dans le cadre de l'entreprise ou bien de l'activité que vous faites, une sauvegarde à chaud est largement suffisante, ou bien il y aura uniquement une sauvegarde à froid. Donc tout ça, c'est des détails que vous allez étudier avec les gens qui sont du métier et qui vont vous dire quelle est la pertinence de l'information, quelle est son importance, dans le sens où, si je prends par exemple le secteur bancaire, dans le secteur bancaire, les plus grandes banques, ils font de la sauvegarde à chaud. Vous savez, ce qui se fait sur le sauvegarde, il est sauvegardé à temps réel sur une autre machine. Et le soir, ils vont faire une sauvegarde à froid. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire, moi, je ne peux pas me permettre, par exemple, si je fais ma sauvegarde chaque jour à minuit, ça veut dire s'il y a un incident le lendemain à 14 heures, je perdrai toutes les transactions qui se sont faites en fait, entre minuit et 14 heures. Et pour moi, ça représente des millions de dollars. Donc, je ne peux pas perdre ces transactions. Par contre, une entreprise, par exemple, de fabrication de produits pharmaceutiques, elle va vous dire, bon, si je perds ce qui s'est passé entre 14 heures et minuit, ce n'est pas méchant. C'est de l'information que je peux reconstruire. C'est pour ça que je vous dis, il faut parler avec les gens du métier pour connaître la valeur de l'information, la pertinence de cette information et quelle est la possibilité de reconstruire l'information en cas de perte. Alors, qui sont les acteurs qui vont travailler sur cette politique? Alors, il faut savoir que, comme on l'avait dit tout à l'heure, la politique ne doit pas concerner uniquement les administrateurs du réseau informatique et les ingénieurs. Donc, son élaboration va être faite avec la participation avec le top management. C'est eux qui vont, par exemple, vous expliquer l'importance de certains actifs. C'est eux qui vont vous parler de ce qu'on disait il y a 2 secondes par rapport à la sauvegarde, comment elle doit se faire. Ce n'est pas quelque chose que vous allez décider par vous-même. Vous avez besoin de cette expertise des gens du métier. Vous avez besoin de ce décideur qui évalue déjà quelle est la pertinence de l'information, quelle est son importance, qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier, qu'est-ce qu'il n'est pas prêt à sacrifier, qu'est-ce qu'il est prêt à investir pour le processus, par exemple, de sauvegarde. Il faut savoir que plus le processus de sauvegarde est élaboré, plus il est coûteux. Et vous imaginez, vous allez mettre en place toute une politique de sauvegarde. Après, quand vous allez remonter ça au top management, ils vont vous dire quel est le coût. Vous allez donner un prix, ils vont vous dire, mais on n'est pas prêt à payer ça. Pourquoi ne pas aller vers eux depuis le départ en les intégrant comme acteurs de la mise en place de cette politique? Comme cela, dès le départ, vous avez déjà une idée des budgets qui sont alloués pour la mise en place de cette politique et ça vous évitera de faire un double, voire même un triple travail. Il faut savoir aussi que la validation de votre politique va se faire au plus haut niveau de votre organisme. Ça veut dire tout simplement que cette politique doit être reconnue formellement. Pourquoi? Parce que ça dénotera de l'importance que l'autorité accorde à la sécurisation de cette politique, ou bien de son infrastructure. Il faut savoir aussi que le RSSI doit veiller au moyen d'une sensibilisation continue à l'application de cette politique et à l'adhésion de l'ensemble du personnel et de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Aussi, la même chose pour les participants extérieurs. J'avais donné l'exemple des sous-traitants tout à fait au début, quand on a parlé de l'étendue de la politique. Tout simplement parce qu'il faut savoir que si les gens n'adhèrent pas à votre politique ne sera pas mise en place. C'est beau de mettre tout ça sur des documents, mais si les gens ne l'appliquent pas, elle ne servira absolument à rien. Alors, si on essaie de voir les acteurs qui vont participer à cette politique, donc si on essaie de voir déjà le processus d'élaboration de notre politique de sécurité, nous avons le DSI qui peut élaborer à une 50%, le RSSI, le responsable de la production informatique, nous avons la direction générale, la direction des ressources humaines, la direction juridique, la direction d'audit et de contrôle interne et la direction de la qualité. Alors, si je vous demande pourquoi est-ce que les ressources humaines vont participer à cette politique, quel est l'intérêt de faire participer les ressources humaines? Il n'y a jamais informatique d'une école d'administration, je ne sais pas quoi, ou un littéraire en d'autres termes. Dans quel but?
il va prendre parti pour la sensibilisation des employés? Pas uniquement. Alors, c'est lui qui va embaucher les nouveaux employés. Et après? Ça veut dire quand il va les embaucher, il va voir s'ils sont sensibles ou non. Toi, tu es sensibilisé, je t'embauche. Toi, tu ne l'es pas, je t'embauche pas. Pas forcément. Pour qu'il donne peut-être des exemples de qui a été ressenti sur son poste. Non. On ne va pas l'utiliser comme cobaye, Monsieur Saoudi. Sami, on t'entend souvent dans le groupe, mais là, je ne t'entends pas du tout. Alors, à ton avis? Les rapports avec les clients. Alors, il faut savoir que le RH n'est pas en relation avec les clients. Celui qui est en relation avec les clients, c'est beaucoup plus le commercial. Alors, je répète ma question. La direction des ressources humaines, pourquoi est-ce qu'on va l'impliquer dans le processus d'élaboration de la politique de sécurité, sachant que c'est des littéraires généralement, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le côté technique. Donc, quel est l'intérêt? Alors, ils ont une meilleure connaissance des employés et de la société. Oui, et alors? Elle s'occupe de l'aspect humain. Ça veut dire quoi? Plus de détails. Monsieur Swag, est-ce que vous avez une idée? Les employés sont plus à l'aise avec eux. Ah ben, quand vous allez commencer à travailler, vous allez remarquer que les gens que vous allez détester le plus, c'est les gens qui ont les ressources humaines, parce que c'est eux qui vont vous faire vos ponctions sur salaire, c'est eux qui vont vous sanctionner, c'est votre vie vis-à-vis pour tout ce qui est négatif. Ils pourront forcer le respect des règles. Comment? Alors, il faut savoir que généralement dans une entreprise, plutôt dans une politique de sécurité, on met deux choses. On met quelles sont les règles à respecter et quelles sont les sanctions dans le cas où vous n'allez pas respecter vos règles. Donc, les sanctions vont figurer dans la politique de sécurité. Je vais chercher une politique de sécurité, je vais vous la présenter la prochaine fois. Donc, comme je disais, c'est eux qui vont en quelque sorte, dans la politique, il va y avoir les sanctions. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va impliquer les gens à les ressources humaines? Certes, c'est eux qui vont sanctionner, je suis d'accord avec vous, Jihan. Seulement, le problème qui se pose est le suivant. Eux ne peuvent pas sanctionner si vous ne leur transmettez pas la faute. Celui qui va détecter la faute, ce n'est pas les ressources humaines, c'est beaucoup plus l'aspect technique. Donc, ça va être le RSSI ou bien les administrateurs. Seulement, les gens des ressources humaines, c'est eux qui ont établi les contrats, les travailleurs. C'est eux qui ont établi le règlement intérieur. Donc, ils sont là pour vous dire, attention, ça, vous ne pouvez pas le mettre comme sanction parce qu'elle figure déjà dans tel règlement. Ou bien ça, c'est abusif. En quelque sorte, ils ont un peu le rôle de la direction juridique. Ils sont là comme régulateurs. Et en même temps, ils sont là pour être sensibilisés, eux, parce que dans le contrat de travail, ils vont intégrer des articles relatifs à la politique de sécurité des systèmes d'information. Alors, la moindre des choses qu'ils vont faire dans leur contrat de travail ou bien dans le règlement intérieur, c'est de mentionner que le non-respect de la politique de sécurité des systèmes d'information est passible de sanctions. Ça, c'est la moindre des choses qu'ils doivent faire. Rajouter ça soit dans les contrats de travail, soit dans le règlement intérieur. Pourquoi? Pour que ça puisse avoir une valeur probante. Alors, les personnes relatives à l'audit ou au contrôle interne, pourquoi est-ce qu'on va les impliquer? Normalement, la réponse, elle est simple. Pourquoi vous allez impliquer la cellule d'audit dans l'élaboration de votre PSSI? Alors, Fatah. Parce que généralement, les auditeurs, ils sont au courant des normes à respecter. Ils ont une idée sur quelles sont les mesures
enfin, quelles sont les stratégies à suivre, etc., en termes de sécurité et les sensibilisations qu'il faut faire. Effectivement. Donc, c'est les gens les mieux informés en termes de normalisation, en termes de normes, de standards à respecter. Et c'est eux qui sont capables de vous dire, parce qu'il faut savoir aussi qu'au niveau de la politique, il y a toujours des sections qui vont parler de l'audit. Donc, c'est au niveau de la politique aussi, on va dire, voilà, le réseau doit subir des audits périodiques, par exemple, un audit chaque an, chaque 6 mois, etc. Donc, ils ont leur mot à dire sur déjà la périodicité de cet audit, l'étendue de l'audit. Donc, c'est eux qui vont vous dire, je prends un exemple, imaginons que celui qui a rédigé cette PSSI a dit, voilà, il va y avoir un audit chaque semaine, de la totalité des aspects de la politique. Les gens à l'audit, ils nous disent avec le moment, mais ça ne va pas chaque semaine. Peut-être que l'audit va durer 15 jours. Comment voulez-vous qu'on le fasse chaque semaine? Donc, comme ils ont une partie qui leur est propre dans cette politique, donc ils ont leur mot à dire et ils doivent assister. Alors, si on parle maintenant du budget lié à la sécurité, alors, il faut savoir ce qu'on pense généralement, c'est que la sécurité n'est pas une source de dépenses. Donc, pour les entreprises et collègues, on ne dépense pas pour la sécurité. Pour eux, dépenser pour la prévention, c'est toujours moins important que la dépense induite par l'incident informatique. Ça, c'est un fait. Si je sécurise, je dépense moins que ce que je vais dépenser en cas de sécurisation d'un incident. Donc là, vous avez une petite étude faite par Kaspersky Labs en 2016, où il vous donne un peu une idée sur les dépenses et les coûts additionnels qui sont générés par les incidents de sécurité. Donc là, vous remarquez que les coûts additionnels sont toujours plus importants en cas de brèche par rapport au prix que ça aurait nécessité de sécuriser un système donné. Et généralement, les conséquences de toute brèche de sécurité, nous avons 3 conséquences majeures. C'est tout simplement la perte d'accès à des informations critiques relatives au métier lui-même, la perte ou bien des dommages imputés à la réputation de l'entreprise, voire même une perte temporaire de la capacité de l'entreprise à faire du commerce. Alors, évidemment, quand on parle de PSSI, il y a toujours des préoccupations juridiques. Donc, pour eux, il est nécessaire toujours de respecter la réglementation relative aux ressources humaines de l'entreprise et des tiers en relation avec notre entreprise. C'est pour cela que quand on fait une PSSI, il est nécessaire de tenir compte des obligations juridiques en matière de droit d'auteur déjà, d'utilisation de la cryptographie, de fraude informatique, de protection de logiciels, etc. Donc, pour cela, vous devez prendre en compte la législation algérienne et, bien sûr, la législation internationale en termes de normes et de standards. Donc là, les lois, bon, c'est pas ce qui manque en Algérie. Bon. Vous avez la loi de 2004, la loi de 2009, la loi 1504, vous avez le décret présidentiel à la SSI, etc. Donc les lois, il y en a assez, mais bon. C'est pas notre objet. Alors, quand on parle de politique de sécurité d'information, il faut savoir que on peut se baser sur beaucoup de référentiels en la matière. Donc, quand on parle de référentiel, ça veut dire quoi? D'abord, que notre politique de sécurité va s'appuyer sur des normes de sécurité. Par exemple, on peut s'appuyer sur la ISO 27001, la 27002, la 27005. On peut s'appuyer sur les guides qui sont publiés par la NSSI. On a des référentiels internes propres à l'entreprise. On peut utiliser certaines méthodes utilisées pour l'analyse des risques. On peut s'appuyer dessus pour élaborer notre politique de sécurité, par exemple tout ce qui est EBIOS, PSSI, MEARI ou autres. Il faut savoir que généralement on communique
notre politique de sécurité à tous les acteurs de notre système d'information. Donc, soit on le fait pour information, pour que les gens soient au courant, soit on le fait de manière explicite et proactive. Maintenant, il faut savoir que 59% des entreprises communiquent aussi leur politique avec des partenaires extérieurs. Donc, soit avec leurs prestataires informatiques, soit avec leurs fournisseurs, soit avec leurs clients. Alors, pourquoi avec les trois acteurs que je viens de citer? Avec le prestataire informatique dans le sens où, par exemple, moi, j'externalise tout ce qui est hébergement. Donc, mon hébergeur doit connaître ma politique de sécurité pour pouvoir l'appliquer. Je peux le faire avec mes fournisseurs, que ce soit des fournisseurs de services informatiques en termes de prestations ou bien les fournisseurs de matériel, comme je peux le faire avec mes clients, avec certains de mes clients qui ont accès à mes systèmes informatiques. Je vous donne un exemple. Je suis un hébergeur, mes clients doivent connaître ma politique de sécurité parce qu'ils sont astreints à respecter cette politique de sécurité. Alors, je vous donne un exemple de fournisseur. Certaines entreprises ou bien certaines institutions, lorsqu'elles achètent par exemple des équipements informatiques, certaines vont imposer certaines règles à leurs fournisseurs par rapport à l'équipement qu'ils vont importer, par exemple, bien qu'ils vont acheter. À titre d'exemple, certaines entreprises vont exiger tout simplement que lorsque l'équipement sortira de l'usine, il doit sortir dans un conteneur scellé. Et le conteneur va être scellé par un représentant de l'entreprise elle-même. Il sera accompagné tout le long du trajet. Ça veut dire qu'il sera accompagné sur le port, sur le bateau, jusqu'à arriver au dépôt de l'entreprise elle-même, où on va vérifier les scellés pour être sûr que personne n'a pu mettre un équipement d'espionnage ou autre à l'intérieur, si vous voulez, des équipements qu'ils ont achetés. Ce n'est pas des entreprises paranoïaques, c'est tout simplement des entreprises qui font très attention à leur sécurité par rapport à leur cœur de métier. D'autres types d'entreprises plus spécialisées n'achèteront jamais, par exemple, des PC. Ils vont acheter des composants et ils vont faire le montage par eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont les capacités de le faire. Et en faisant le montage par eux-mêmes, ils ont la capacité de vérifier chaque type d'équipement. Alors, comme on l'avait dit tout à l'heure, le document de référence relatif à la politique de sécurité doit être un document de référence qui est adopté par tous. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a certains types de méthodes qui sont utilisées comment on appelle ça, pour faire l'analyse des risques. Et c'est ces méthodes qui sont utilisées pour rédiger la politique en se basant sur ces méthodes. Donc, vous avez Marion, Méhari et BIOS qui vont vous permettre tout simplement de rédiger vos besoins de sécurité selon une certaine norme. Généralement, le document relatif à votre politique doit être largement diffusé sous une forme compréhensible par l'ensemble des destinataires. Il ne doit pas être trop technique dans ces parties qui s'adressent aux personnes non techniques. Et bien sûr, il ne faut jamais élaborer des règles qui ne sont pas applicables dans votre politique. Sinon, votre politique va perdre toute sa valeur. Maintenant, comment mettre en œuvre notre politique? Donc, il faut savoir qu'on doit choisir toujours les mécanismes les plus simples pour protéger nos ressources. Pourquoi? Parce que la politique, certes, elle va énoncer des principes, mais elle ne va pas vous dire utiliser telle technologie ou bien utiliser tel logiciel ou autre. Par exemple, si on parle de système d'authentification, au niveau, par exemple, de la politique, on va vous parler, il faut utiliser un double mécanisme d'authentification, bien une authentification à 2 facteurs. Donc là, elle peut vous parler de biométrie, mais sans rentrer dans le détail de dire il faut utiliser les empreintes digitales, l'iris ou autre, à moins que vous soyez dans un environnement ultra sécurisé où le choix technologique est très important. Elle va aborder les aspects liés à la communication, par exemple, tout ce qui est IPsec, elle va vous dire qu'il faut mettre des pare-feux, utiliser un antivirus, etc. Dommage, je n'ai pas ramené avec moi maintenant l'exemple de la politique de sécurité. Je pense pouvoir vous le présenter la prochaine fois, enfin normalement.
Alors, pour valider votre politique, donc, il faut savoir que la sécurité, l'audit de sécurité doit toujours être fait par un tiers de confiance. Donc, il est toujours fait par quelqu'un qui n'a pas participé à l'élaboration de cette politique de sécurité. Donc, ce n'est pas un acteur de la politique qui va l'élaborer. C'est pour ça qu'on parle de tiers de confiance. Alors, le but de cet audit, c'est quoi? C'est d'abord de valider les moyens de protection qui sont mis en œuvre par rapport au contenu de la politique. Il faut vérifier que chaque règle de sécurité a été correctement implémentée et correctement configurée. Et il faut aussi vérifier que l'ensemble des dispositions de la politique sont cohérents entre eux. Alors, je vous donne un exemple. Il m'est déjà arrivé d'auditer des politiques de sécurité où je trouve, par exemple, que le chapitre, bon, disons que la disposition 1 du chapitre 1 est en contradiction totale avec la disposition 3 du chapitre 4. Je prends un exemple banal. Toute transaction doit être chiffrée en utilisant, par exemple, au minimum du HTTPS dans le réseau interne. Ensuite, dans un autre chapitre, vous allez voir les transactions de tel type doivent se faire en clair. Là, ça pose un problème parce que, tout simplement, c'est deux dispositions qui sont contradictoires. L'une généralise le chiffrement, l'autre, elle génère une exception. Maintenant, pourquoi cette exception? Pourquoi cette généralisation? Là, il va falloir rentrer dans le détail pour voir le pourquoi des choses. Alors, qu'est-ce qu'une politique de sécurité qui est réussie? Donc, on vous dit, généralement, il y a deux principes de base, un objectif et 4 étapes pour une politique réussie. Alors, si vous n'avez pas le soutien de votre hiérarchie, ça ne sert à rien de vous jeter dans le bain. Parce que si vous n'avez pas leur soutien, ça veut dire qu'il n'y aura pas les budgets qui vont accompagner le déploiement, il n'y aura pas les sanctions qui vont être applicables, il n'y aura pas la sensibilisation. Le deuxième principe qui est tout aussi important, c'est la sensibilisation de tous les acteurs. C'est beau de faire une politique, de la distribuer à tout le monde, mais si on n'explique pas aux gens pourquoi est-ce qu'on l'a fait, quel est l'intérêt de la faire, les gens ne vont pas adhérer. Et si les gens ne vont pas adhérer, même si vous avez des sanctions, ils vont réaliser les parties pour lesquelles ils risquent d'être sanctionnés, mais tout le reste, ce sera le dernier de leurs soucis. Et même s'ils vont appliquer les parties pour lesquelles ils vont être sanctionnés, ils vont le faire de telle manière à ne pas être sanctionnés, mais ils vont s'en foutre royalement. Maintenant, l'objectif, on vous dit l'objectif, c'est quoi? C'est d'établir des règles qui vont préciser et décrire comment protéger et gérer le système d'information. C'est ça l'objectif d'une politique. C'est protéger. Et d'avoir des règles qui précisent comment le faire. Donc, c'est pour cela, dans un premier temps, on doit identifier les ressources qu'on doit protéger. On doit identifier les menaces qui vont nuire à ces ressources. Et on va évaluer la probabilité d'arrivée de ces risques. Normalement, ça doit vous rappeler ce qu'on avait vu qui était intitulé l'analyse de risque. Donc, en d'autres termes, la première étape, on va faire tout simplement une analyse de risque. La deuxième étape, on va définir les règles d'accès aux ressources qui vont définir qui a le droit d'utiliser chaque ressource. Comment utiliser la ressource et qui va donner et attribuer les droits. Déjà, il va falloir identifier ces acteurs. La troisième étape, on va décider de protéger les ressources par authentification, par chiffrement, est-ce qu'on doit mettre des antivirus, comment on va faire la détection des vulnérabilités, est-ce qu'il va y avoir un firewall ou non, comment il va être configuré, est-ce qu'on va faire de la détection d'intrusion et les failles d'intrusion, est-ce qu'il y a des outils d'exploitation qui sont sécurisés ou non. Donc, là, on va parler proprement, carrément, des moyens de protection. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme moyen de protection? La quatrième étape, comment est-ce qu'on va contrôler l'applicabilité de cette politique? Vous avez beau mettre en place les meilleurs dispositifs, si il n'y a pas de contrôle, les gens vont finir par se relâcher à la fin. Ça, c'est humain. L'être humain, s'il n'est pas contrôlé, il va finir par se relâcher. Alors, je pense qu'il est 15h40, passé de quelques minutes. On va arrêter là pour le cours d'audit, si vous n'avez pas de questions. Alors, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir si vous avez des questions ou non. Ensuite, on arrête. Bon, on va